Merci Max Brisson d'être avec nous pendant cette première demi-heure et de nous accompagner. Vous êtes élu des Pyrénées-Atlantiques, membre du groupe Les Républicains, et on va bien sûr revenir sur l'actualité dans votre parti. Vous avez participé hier à ce bureau politique qui s'est tenu. Comment il s'est passé ce bureau politique? Moi je vais vous en parler, mais dans le reportage que vous venez de faire, dans la présentation des formations, je vais vous dire quelque chose qui m'a profondément choqué. On vient de voir un chef de l'État devenu chef de parti. Un président de la République qui stigmatise les partis les uns après les autres. Il est en train de mettre le feu partout. Ce président de la République est un diviseur, est quelqu'un qui est un pompier pyromane, est quelqu'un qui aujourd'hui hystérise la vie politique, dénonce. Il est le chef du parti, il est le Premier ministre, il est le président de la République. Enfin, est-ce qu'on va revenir un peu de bon sens? Est-ce qu'on n'a pas besoin un peu de sérénité? Est-ce que le rôle premier du chef de l'État serait pas de rétablir un petit peu de sérénité dans la vie politique? Alors qu'il met le feu, vraiment, il est en train de créer du chaos politique. Sa responsabilité devant l'histoire sera considérable. En quoi il a mis le feu? On va y revenir, hein, mais juste je rebondis sur ce que vous dites, parce que hier, il s'est... Une dissolution surprenante, inopportune, une dissolution qui est en train d'hystériser la vie politique. Et là, il joue les chefs de parti. C'est le chef de l'État, fut-il encore qui est un État et un chef, comme aurait dit le général de Gaulle au sujet du président Lebrun. Et je me demande aujourd'hui s'il y a encore un État et s'il y a encore un chef, puisqu'on a un chef de parti, c'est le Premier ministre. Vous demandez aussi s'il y a encore un État? Pardon, vous demandez s'il y a encore un État? Oui, parce qu'aujourd'hui, son chef est devenu un chef de clan. C'est insupportable. Nos institutions sont parties à la dérive. Il porte une lourde responsabilité. Il a galvaudé le 49.3. Il a galvaudé la dissolution. Il est en train de piétiner la Constitution. Il est en train d'hystériser la vie politique. Il demandera en plus qu'on le soutienne. C'est le contraire de tout ce que nous portons, nous, à la droite républicaine, indépendante, de valeurs, parce que nous serons demain le seul pôle de stabilité sur les décombres d'un système politique qui a échoué et dont Emmanuel Macron sera le principal responsable. Lui, il dit qu'il faut se rassembler contre les extrêmes. Mais derrière lui, mais quelle est aujourd'hui sa légitimité? Vous aussi, vous dites qu'il faut se rassembler contre les deux extrêmes. Je n'ai pas dit qu'il faut se rassembler face aux extrêmes, il faut les combattre. Le président voudrait qu'on se rassemble sur sa personne. Il a un culte du chef, un narcissisme absolu. Mais qu'est-ce que c'est ce pays? Il a piétiné les corps intermédiaires, il a massacré le système politique qui existait avant lui et qui finalement aurait été beaucoup plus durable et ressemble à tout ce qui existe en Europe. Oui, il est très heureux d'avoir posé beaucoup de problèmes à la droite républicaine ou à la social-démocratie. Mais qu'est-ce qui va rester sinon un champ de ruines de ce système politique qu'il a voulu créer? Le en même temps, c'est quoi? C'est de larges espaces pour les extrêmes. Ce sont des alternances aux extrêmes. Le en même temps fut une faute politique majeure. Il a détruit un système politique qui reposait sur le clivage gauche-droite, qui existe partout en Europe, qui existe au Parlement européen aujourd'hui. Il a remplacé par moi ou le chaos et les extrêmes. Et aujourd'hui, il appelle au rassemblement. Après nous avoir humiliés, piétinés. En tout cas, ce sera sans moi, mais je combats bien sûr les extrêmes, je combats LFI qui est dangereux pour le pays, je combats bien sûr aussi le Rassemblement national dont je ne partage pas les valeurs, mais pas pour me rassembler derrière un homme qui, après avoir mis le chaos, demande qu'on arrive à son secours. Mais pour qui se prend-il ? Mais quand vous dites ce sera sans moi, qu'est-ce qui se passe si par exemple au second tour d'une législative, il n'y a pas de candidat Les Républicains, il y a soit un candidat d'Emmanuel Macron, de la majorité présidentielle, face au RN ou face à LFI? Nous verrons bien. Nous verrons bien. Nous n'en sommes pas là. Et il appartiendra au chef de parti qui est devenu Macron de dire ce qu'il comptera faire, mais honnêtement aujourd'hui, du débauchage, piétiner, humilier comme il le fait depuis 7 ans. Le dernier débauchage pitoyable, celui de Mme Dati, ça a apporté quoi durablement aux institutions de la République, au fonctionnement de notre pays? Donc, excusez-moi de vous dire que ce choix mortifère dans lequel il installe le pays est un mal pour le pays. Regardez les autres démocraties. Oui, il y a des populistes, mais il y a toujours un grand parti de droite, un grand parti de gauche. Le PP en Espagne existe toujours, la CDU en Allemagne, et on a aujourd'hui un système émietté, éclaté et irresponsable. Il faudra quand même un jour qu'on lui pose la question de sa responsabilité sur ces décombres de la vie politique. Et maintenant, on peut parler des Républicains. Oui, on va reparler d'Emmanuel Macron, parce qu'il a quand même dit des choses, mais on va parler des Républicains. Oui, il peut dire des choses, il n'aura pas de majorité demain pour gouverner. Donc il parle, on est dans le verbe, on est dans une gouvernance du verbe. Il peut parler tant qu'il veut, il n'aura pas de majorité pour gouverner. Donc ses paroles s'envolent. Il parle tous les jours, très longtemps, et finalement tout ça n'imprime plus rien.
On reviendra tout à l'heure sur ce qu'il a dit, notamment sur l'organisation territoriale, puisque évidemment ça concerne au premier chef les élus et les sénateurs. On revient un petit peu sur les LR quand même. Si vous voulez, comment s'est passé votre bureau politique hier? Écoutez, c'était un moment un peu particulier parce que des hommes et des femmes qui, depuis quelques années, ont des tensions entre eux, parce que l'essentiel était en jeu, celui d'une droite républicaine, indépendante, qui sera un jour utile au pays, se sont à nouveau rassemblés. Moi, il y avait tous ceux qui portent une part de légitimité. Parce que je sais qu'on va me dire, oui, mais Ciotti a été élu par les militants. Mais la démocratie, c'est pas les adhérents et un chef. Comme la France, c'est pas les Français et un chef. Il y a des corps intermédiaires. Il y a des cadres dans ce parti qui ont la légitimité de l'élection, qui ont la légitimité de ce qu'ils ont apporté. Ils étaient tous là. De Michel Léon-Marie à Jean-François Copé, de Laurent Wauquiez à Bruno Retailleau, de Olivier Barlex au président Larcher. Ils étaient tous là avec leur légitimité et ils ont dit non. Éric Ciotti a violé les statuts. Il n'a concerté personne. Il n'a jamais réuni le bureau politique. Il a décidé seul d'un changement historique de ligne politique. Et un chef, aussi légal qu'il soit, puisqu'il a bien été élu, Ciotti ne peut pas décider seul. Nous ne sommes pas dans un régime plébiscitaire. Nous ne sommes pas en Corée du Nord. Il n'y a pas le chef et le peuple. Excusez-moi de dire, le bureau politique devait être consulté. Il a violé notre charte qui dit clairement qu'il ne peut pas y avoir de relation avec l'extrême droite. Il a violé notre charte, il a violé nos statuts, il s'est mis en dehors du parti, il n'est plus dans le parti, il n'est plus adhérent. La légitimité, elle était hier après-midi, rue Lascaz à Paris. Vous avez affiché une unité à la sortie. Est-ce qu'au sein du bureau politique, il y a eu des voix dissonantes, il y a des voix un petit peu différentes qui se sont exprimées, qui se sont fait Il y a une unanimité qui s'est exprimée, il y a eu des votes qui ont été portés par Annie Genevard, et je la remercie d'avoir mené cette opération avec beaucoup de doigté. Il y a une direction collégiale provisoire qui a été mise en place. Il y a des décisions qui ont été prises pour le fonctionnement de notre parti. L'ensemble a été voté à l'unanimité. Et donc tout le monde est strictement sur la même ligne. Tout le monde a voté. Personne n'était obligé de lever la main. Tout le monde a levé la main. On attendait la pagaille. On a eu un moment d'unanimité. Tout simplement pourquoi ? Parce que tout ce que nous sommes, notre histoire, nous sommes un parti chargé d'histoire. Renaissance, dans quelques années, ça n'existera plus. C'est un parti sans passé, sans histoire et qui n'aura pas d'avenir. Pour avoir un avenir, il faut une histoire. Notre parti a une longue histoire, il a beaucoup apporté au pays et demain, les Français le redécouvriront. Moi, bien sûr, on a une élection législative. Il faudra essayer d'avoir le plus de députés possible. Mais vous verrez bien un jour qu'il y aura à nouveau un grand parti de la droite républicaine. Parce que c'est ainsi que se construit la politique. Comme moi, d'ailleurs. Parti de la droite républicaine, Max Brisson, ça ne veut pas dire les Républicains. Vous pouvez reconstruire une alliance de la droite républicaine ailleurs. Moi, depuis que je suis engagé en politique, j'en ai connu 4 ou 5. C'est pas qu'une question de cible. De cycle, pardon. Est-ce que vous pouvez la reconstruire avec Édouard Philippe, par exemple, cette droite républicaine? Oui, mais pas obligatoirement dans des ralliements et des débauchages. Et à un moment, il faudra discuter. Hein, moi, il n'y a pas des leaders comme ça qui s'imposent. Lui, il dit comme vous. Hein. Oui, il dit on n'est pas dans le ralliement, dans le débauchage. Mais d'abord, il dit venez avec moi. Il y a un moment où il faudra dire on se met autour d'une table pour reconstruire une droite républicaine. Et nous serons là. Parce que vous comprenez, ceux qui ont franchi le Rubicon et sont partis chez Macron dans un en même temps, ben finalement, tant qu'on existe, on est le miroir de leur trahison. Eh bien, ce miroir, ils veulent le casser, ils ne le casseront pas. Nous allons continuer d'exister dans des moments difficiles. La politique, vous savez, c'est réfléchir bien sûr à l'immédiat, mais c'est réfléchir à demain, à après-demain. Moi, je sais que notre pays a besoin d'une droite républicaine indépendante. C'est indispensable. On va d'abord parler de l'immédiat, Max Brisson, parce que l'immédiat, c'est qu'Éric Ciotti, lui, il conteste son exclusion. Il dit « je suis président, je reste ». Il vous a qualifié de cénacle de chapeau à plumes. Oui. Qu'est-ce que Quelle est sa légitimité par rapport à celle de Gérard Larcher? Quelle est sa légitimité par rapport à celle de Laurent Wauquiez? Excusez-moi, il a été élu président parce qu'il a dit « je soutiendrai Laurent Wauquiez ». Laurent Wauquiez l'a désavoué. Sinon, c'est Bruno Retailleau qui aurait été élu président. Il a avant tout réussi à être élu président des Républicains en disant « je serai l'homme de Laurent Wauquiez ». Et Laurent Wauquiez est populaire chez les militants. Sans Laurent Wauquiez, il n'aurait pas été élu. Il a regretté hier, Laurent Wauquiez, de l'avoir soutenu dans le bureau politique. Il a exprimé des regrets. Il a dit qu'il s'était trompé. Parce qu'on était sur les valeurs, on était sur les principes. C'est pas la chasse à l'homme vis-à-vis d'Éric Ciotti. Après, Éric Ciotti va s'enfermer dans des biaisés juridiques.
Mais la légitimité, quand on est gaulliste, c'est beaucoup plus important que tout le reste. Et hier, la légitimité, notre histoire, tout ce qui fait notre formation, tout ce que nous avons apporté au pays, elle était autour de Laurent Wauquiez, elle était autour de Xavier Bertrand, elle était autour de Jean-François Copé, autour de Gérard Larcher, parce qu'ils ont construit ce parti avec Jacques Chirac, avec Nicolas Sarkozy. Et pour certains d'entre eux, c'était mon cas, moi, je suis rentré en politique, j'avais 17 ans, par admiration pour le général de Gaulle. Tout ça, c'est notre histoire. Mais et croyez-moi, le pays, un jour, en aura besoin. Aujourd'hui, il ne le comprend pas. Il est enfermé dans l'immédiateté d'un système politique construit par Macron. Mais ce système, il est en train de disparaître. Mais si la légitimité, vous la tenez des militants, pourquoi vous ne redonnez pas la parole aux militants? Pourquoi ne pas faire une consultation? Est-ce qu'Éric Ciotti, oui ou non, doit rester président? Est-ce que l'alliance avec le RN, oui ou non, on donnera la parole aux militants. Il n'y a pas de sujet. On réorganisera une élection de président. Mais c'est un parti. Ce n'est pas un chef et des militants. C'est aussi des structures, c'est des statuts, c'est une charte des valeurs. Le bureau politique n'était plus réuni par Éric Ciotti. Le Conseil national élu n'a jamais été réuni par Éric Ciotti. La commission d'investiture n'était plus réunie par Éric Ciotti. Donc il ne faisait pas vivre la démocratie interne, lui? Mais bien entendu, il a violé la démocratie directe. Il a pris... Avant même lundi? Mais bien entendu, il a pris la décision. Mais bien sûr, il ne réunissait plus le bureau politique. Il ne réunissait plus les instances. Nous avons reproché à Emmanuel Macron d'avoir piétiné les corps intermédiaires. La démocratie, je sais que c'est compliqué à faire comprendre. La démocratie, c'est pas un chef et la base. C'est aussi des corps intermédiaires qui font fonctionner la démocratie. La démocratie, c'est pas un régime plébiscitaire. La démocratie, c'est pas poutinien. Poutine aussi, il est élu. Donc excusez-moi de vous dire que la démocratie, c'est complexe. Et aujourd'hui, un homme seul... Là, vous comparez pas Éric Ciotti à Poutine. Non, je n'ai pas comparé Éric. J'essaie de vous faire comprendre qu'on ne peut pas constamment revenir, comme le fait Macron, le chef et la base. Bon, ça c'est macronien, parce que autant que poutinien, je ne vais pas comparer non plus Macron à Poutine. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on est la démocratie française est plus malade que les autres. Elle est plus malade que les autres, parce qu'en plus des populismes qui existent dans toute l'Europe et même dans le monde entier, on a un affaiblissement total des corps intermédiaires, des syndicats et des partis politiques. Et là, Macron a pris sa part de responsabilité dans l'affaiblissement. Il n'y a pas une démocratie qui fonctionne sans parti politique fort. C'est un mal supplémentaire. Et donc, un parti politique, ça fonctionne avec des instances. Et ces instances ont été piétinées par Éric Ciotti. Et donc, la preuve, c'est qu'il a pris la décision seul de rompre avec ce qui est la ligne politique de notre parti. Nous n'avons pas de valeurs communes avec le Rassemblement national. Nous le combattons. Nous combattons bien sûr aussi la France insoumise. Et nous nous opposons à Emmanuel Macron. Nous avons une ligne politique qui finalement est celle de l'indépendance. Alors on va nous le reprocher. Mais vous savez, dans l'histoire, être indépendant, être sur ses valeurs, être sur ses convictions, c'est toujours payant à la fin. Mais est-ce que néanmoins, il n'a pas semé un peu plus la confusion chez les électeurs de droite? Est-ce que vos candidats aux législatives, ils ne partent pas affaiblis? Qu'Éric Ciotti, en décidant seul, dans le secret de son cabinet, de faire une telle rupture, vous vous rendez compte, lundi après-midi, il était ici, au Sénat, avec le président Larcher, avec Bruno Retailleau, avec Olivier Marlex et François-Xavier Bellamy, et qui ne leur a même pas dit que le lendemain, il allait décider tout seul d'une rupture politique, d'une nouvelle ligne. Dans quel parti politique un homme seul peut décider de tout et de l'essentiel? Donc on lui a rappelé, tout simplement, avec fermeté, ce qu'était la démocratie. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que Éric Ciotti, lui, dit qu'il y a des candidats, les Républicains, qui seront soutenus par le Rassemblement national. Ce que dit aussi le Rassemblement national. Qu'est-ce que ça va être demain? Mais qu'est-ce que ça va être le groupe LR à l'Assemblée demain? C'est de la tambouille politicienne. On va laisser Éric Ciotti. Et là, vous avez les moyens d'avoir deux groupes. Il y aura un groupe LR dissident et un groupe LR officiel. Attendez les élections. Pour l'instant, on va laisser Éric Ciotti faire sa petite tambouille, sa petite cuisine avec ses nouveaux cuisiniers. Les candidats qui ont quitté notre famille politique et qui seront soutenus par le RN, pour les Français, ce seront des candidats de Marine Le Pen. Tout simplement. Ce sont des candidats... Donc aujourd'hui, Éric Ciotti, c'est un candidat de Marine Le Pen. Mais Éric Ciotti, aujourd'hui, est avec Madame Le Pen. C'est son choix, mais il ne nous emmène pas avec lui. Et nous aurons partout des candidats, les Républicains, qui mèneront un combat bien difficile, parce qu'ils porteront une voix exigeante. Et vous savez, en politique, on sait dans l'histoire que porter une voix exigeante, celle de l'indépendance, c'est toujours compliqué.
Moi qui suis profondément gaulliste, je peux vous le dire, parce que ça a été la ligne de conduite du général de Gaulle, et ce fut toujours compliqué de ne pas être dans les vents dominants. Le vent dominant aujourd'hui est au Rassemblement national, mais il y aura un demain et un surlendemain, et on verra bien, la politique, c'est le temps long, c'est parce que c'est de rapport à la France, et ce rapport à la France, il dépasse les petites querelles éphémères du moment. Est-ce que vous ne craignez pas que le temps long joue contre vous, Max Brisson, et que demain ou après-demain, il n'y ait plus de Républicains? Ah non, au contraire, parce que je suis éminemment persuadé qu'il y a besoin de grands partis de la droite républicaine dans ce pays. C'est une nécessité absolue si on veut que la démocratie fonctionne, comme il faut d'ailleurs un grand parti de la gauche républicaine aussi, et que l'affaiblissement du Parti socialiste est tout aussi dramatique. Mais sauf que vous voyez, le Parti socialiste, il s'allie. Oui, il s'allie avec le reste de la gauche. Sous la soumission de la France insoumise. Vous vous rendez compte de ce qu'a fait Emmanuel Macron, hein, un Rassemblement national qui a gagné 10 points, et la France insoumise qui devient le pivot de la gauche. Mais vous vous rendez compte ce qu'est devenu ce pays depuis qu'il est président de la République? Vous vous rendez compte que le en même temps est mortifère, qu'il a détruit le fonctionnement de la Ve République? Oui, en effet, la gauche est aujourd'hui dominée par un parti antisémite, dangereux pour la République. Et les socialistes ont été se vautrer dans cet accord et ce tripatouillage. Et excusez-moi, on leur a pas posé beaucoup de questions en matière de valeurs. On leur a pas donné beaucoup de leçons de morale depuis 48 heures, alors qu'ils ont été se soumettre, alors que Glucksmann avait dit des choses très fortes, un parti qui est aujourd'hui largement aux marges des valeurs de notre République, pour ne pas dire davantage. Un dernier mot sur votre indépendance. On a compris, pas d'alliance avec le Rassemblement national. Est-ce que néanmoins, il ne va pas y avoir une recomposition du bloc central? On a vu hier, parce que vous êtes allié juste, Max Brisson, ici au Sénat avec l'Union centriste, avec Hervé Marseille. Hervé Marseille, hier, il était à la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il n'y a pas une recomposition au centre qui est en train de se dessiner? Le bloc central, c'est une catastrophe pour le pays. Le bloc central est en version de François Bayrou, que je connais bien, de mon département. C'est des alternances aux extrêmes. Un groupe politique, fût-il central, ne peut pas gouverner ad vitam aeternam. Il y a toujours une alternance. Si vous mettez en même temps le bloc central, eh bien les alternances se font aux extrêmes. C'est ce qui est vicié dans le macronisme. Prendre les meilleurs de droite et de gauche, ça a été populaire, mais résultat, ça libère de grands espaces aux extrêmes. Et vous savez, l'alternance, la démocratie est toujours là. En 1968, des gens défilaient dans les rues de Paris en disant pour le général de Gaulle, 10 ans, ça suffit. Il est très possible que pour Macron, ça ne dure pas 10 ans. Et donc, il y a une recherche d'alternance. Donc, il faut construire les conditions d'une alternance démocratique et républicaine. Ça sera l'objectif des Républicains, avec peut-être un autre nom. Après que les centristes se réorganisent sans Macron, vous savez, il y a une certitude. C'est que le macronisme, c'est dans la finitude, alors que ce que nous représentons, c'est dans l'infini. Allez, on reparle d'Emmanuel Macron pour terminer et de ce qu'il a dit, puisqu'il a précisé hier quelle était sa vision de l'organisation territoriale. Elle risque de ne pas plaire aux élus locaux ni aux sénateurs. On va voir ça avec Samia Decher. Bonjour Samia. Bonjour Oriane, bonjour Max Brisson. Bonjour. Et Samia, parmi la série d'annonces faites hier par Emmanuel Macron, on va parler de ce qui concerne l'organisation territoriale et de la remise en cause des grandes régions. Oui, dans certains territoires, les Français se sentent éloignés du pouvoir et donc délaissés. C'est un des messages qu'Emmanuel Macron dit avoir entendu dimanche. Il veut donc simplifier le rapport des Français à leur territoire. Et c'est bien les régions qu'il a dans le viseur, ces grandes régions qui sont nées en 2015 sous François Hollande. On leur reproche souvent d'être trop grandes. La plus grande, c'est la vôtre, hein, Max Brisson, la Nouvelle-Aquitaine. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, pour vous donner une idée, si vous habitez par exemple à Aubusson, dans cette grande région de la Nouvelle-Aquitaine, eh bien, il vous faut pas moins de 4 heures de route pour rejoindre la capitale régionale qui se trouve à Bordeaux. Emmanuel Macron se dit donc prêt à redécouper ces grandes régions. Regardez un extrait de sa déclaration. Moi, j'ai été frappé ces dernières années. Dans beaucoup de régions, on a des compatriotes qui disent que la région est trop grande. Et ils ont le sentiment de dépossession parce que les centres de décision régionaux, pour la région élue et parfois pour l'État, se sont éloignés. Et ils disent que ça n'a pas de cohérence. Alors, je ne suis pas pour les découper de manière arbitraire, parce que ça a été fait de manière arbitraire. Je suis pour qu'on rouvre ce débat de manière libre et qu'on permette cette liberté de discussion. Alors c'est une déclaration qui est en contradiction avec les conclusions d'un rapport qu'Emmanuel Macron a reçu il n'y a même pas 15 jours. Un rapport qu'il a commandé lui-même à Éric Woerth, député de la majorité, ancien ministre sarkozyste.
Éric Woerth qui a eu 6 mois pour trouver des pistes d'amélioration sur la décentralisation. Et dans son rapport, Éric Woerth, il écarte l'idée de revenir sur cette réforme des régions. Il dit que c'est une fausse bonne idée. Est-ce qu'il a eu raison, Emmanuel Macron, de vouloir... est-ce qu'il a raison de vouloir redécouper ces grandes régions? Le macronisme, c'est je fais, je défais, c'est zigzag. Je demande un rapport, je l'enterre. Macron, qui était d'ailleurs dans l'équipe de François Hollande, qu'on a créé ces grandes régions, il est un des créateurs de ces grandes régions. Aujourd'hui, il dénonce ce qu'il a largement engendré. Bon... bien sûr, moi je pense qu'un jour s'opposera ces grandes régions. J'ai toujours dit qu'elles ne résisteront pas à l'histoire. Parce que quand on est construit sans passé, sans ancrage dans l'histoire, on n'a pas d'avenir. Moi je crois qu'il y a un rapport entre les territoires, l'histoire et l'avenir. Donc ces grandes régions disparaîtront, mais moi je le dis depuis très longtemps. En revanche, excusez-moi, mais pour faire une telle réforme, il faut une majorité. Aujourd'hui, les estimations, les projections, les résultats de dimanche dernier montrent qu'Emmanuel Macron, dans la prochaine Assemblée nationale, n'aura pas de majorité. C'est de la gesticulation. On a un président de la République qui est pris du syndrome de la gesticulation permanente. Il nous annonce ça, demain il annoncera autre chose, il dit une chose, il dit le contraire, il demande un rapport, il le jette dès que ce rapport est rédigé. Tout ça, c'est du zigzag permanent, c'est du macronisme qui a perdu la boussole. Donc il est grand temps aujourd'hui de passer à autre chose. Et on va passer à autre chose, puisque les Français vont bien arbitrer, ils vont arbitrer contre le président de la République. Alors Emmanuel Macron, il a aussi dit qu'il voulait supprimer un échelon territorial. Oui, simplification, c'est le mot d'ordre. Et ce qu'il veut simplifier, Emmanuel Macron, c'est le fameux millefeuille territorial. Ce millefeuille, ce sont les différentes échelles de la décentralisation. Vous les connaissez, les communes, les intercommunalités, les départements, les régions. Ce n'est pas assez lisible, dit le président. Il veut donc supprimer, dit-il, un échelon territorial. Mais attention, il ne s'agit pas pour autant de supprimer les régions. Ce qu'il veut en fait, c'est fusionner l'élection des conseillers départementaux et des conseillers régionaux pour élire un représentant unique, le conseiller territorial. Alors on va expliquer tout ça, mais d'abord on écoute le chef de l'État. Je pense qu'il faut qu'on ait un bloc communal et puis qu'il faut qu'on ait un bloc, je dirais, territorial. Et c'est ce qu'il y a derrière ce qu'on appelle le conseiller territorial, qui est de dire on a une même élection avec des gens qui sont dans des cantons et qui ont à la fois une responsabilité au département et à la région. Et moi, je pense qu'il faut qu'on aille au bout de cette réforme et qu'on se dise, au fond, il y a un échelon territorial, mais il y en a un seul qui est élu entre le bloc communal et le niveau national. Et puis après, il décide de gérer au niveau de la région ou des départements, mais c'est un choix de gestion, pas d'élection. Alors, pour bien comprendre, aujourd'hui, on élit, oui, parce que tout le monde n'est pas forcément au fait de ces élections, de leur système, on élit aujourd'hui des conseillers différents, des conseillers départementaux dans nos départements, à l'échelle des cantons, et puis des conseillers régionaux à l'échelle des régions. Ce sont donc deux élus différents. Ce que propose Emmanuel Macron, c'est d'élire des conseillers territoriaux qui pourront représenter à la fois la région et le département, mais qui seraient élus à l'échelle départementale, donc dans des circonscriptions qu'on appelle des cantons, au plus proche donc de l'échelle locale. Donc en fait, il ne veut pas supprimer réellement un échelon territorial. Bien sûr, les régions et les départements vont continuer d'exister, mais il n'y aurait plus qu'un seul élu pour une meilleure lisibilité, pour qu'on puisse mieux identifier nos représentants sur les territoires. Alors, est-ce que c'est réellement... Il faut distribuer des Doliprane à la sortie parce que c'est quand même extrêmement compliqué. Alors, c'est pas sa faute, hein. C'était ma question. Est-ce que c'est plus lisible un seul élu pour deux échelons ? C'est pas le président le plus jacobin de notre histoire qui va nous donner des leçons de décentralisation. Moi, je crois à la décentralisation, à la différenciation. Je crois à la géométrie variable. Il y a des endroits où les départements sont nécessaires. Il y a des endroits où ils peuvent disparaître. Il y a des endroits où les intercommunalités jouent un rôle majeur. Il y a des endroits où les départements... J'aimerais un jardin à l'anglaise. Mais ce n'est pas le président Jupiter qui va nous créer un jardin à l'anglaise. Cela dit, je vais vous dire ce que je disais tout à l'heure. Il n'aura pas les majorités de telles réformes. Alors moi, je suis favorable au conseiller territorial. Enfin, il était avec Hollande. Est-ce que c'était une réforme qui avait été faite par Nicolas Sarkozy Il était avec Macron, hein, excusez-moi. On ne peut pas, comme ça, l'exonérer de tout. Il était conseiller, il était à l'Élysée quand le président Hollande a décidé de supprimer la réforme déjà votée sous la présidence de Nicolas Sarkozy et qui est le conseiller territorial. Bon, maintenant, il a vu la Vierge, il est favorable au conseiller territorial, c'est très bien, mais excusez-moi, tout ça manque de boussole.
Le macronisme, c'est une boussole affolée. Et les spectacles qu'il donne aujourd'hui, tous les 3 jours à l'Élysée, c'est celle d'une boussole affolée. On reprendra ces sujets. Ce sont des sujets très importants, mais peut-être pas avec celui qui, un coup, est très centralisateur, piétine les corps intermédiaires et qui se retrouve girondin le lendemain. Merci Samia. À tout à l'heure. Yann, à tout à l'heure, on parlera de la folle journée de votre parti hier. Et merci Max Brisson. Merci. On va évidemment continuer à suivre ce feuilleton chez les Républicains qui n'en finit pas, puisque Éric Ciotti dit qu'il sera ce matin dans son bureau. Écoutez, tout ça est pitoyable, mais tout ça se terminera parce que le ridicule un jour s'arrête. Merci Max Brisson. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va parler de ce qui se passe à gauche. C'est Yannick Jadot qui nous rejoint.